Imagines viver dans un monde vastes constamment surveillé. Un monde tout est contrôlé par light, au vastes bombard de propagande incessante. Un monde tout le monde est prime, solitaire et isolé, existant comme un rouage insignifiant dans une machine incompréhensible. C'est la vision glande de l'avenir que George Orwell a proposé dans son chef-d'œuvre Eknai Akcha. Et cela va semble familiar. Si n'est pas une coïncidence que ces prédictions se soient réalisées presque entièrement dans notre société moderne. Plongeons donc en profondeur dans l'histoire de Eknai Akcha pour comprendre comment vastes contrôler si vos pouves un jour vos en libre. Le film commence par une citation du livre emblématique Donald Estadapt, qui contrôle le passé contrôle l'avenir. Qui contrôle le présent contrôle le passé. Et cela pose le décor. Sans tarder, nous voyons ensuite le plan économique d'une foule de gens fixant la propagande diffuse par le parti. Le parti est le gouvernement umbriax qui contrôle chaque aspect de la vie par le biais de son idéologie, l'ingsoc. Le principe de base est de contrôler l'information citroitement que chaque aspect de la vie est dicté contrôle par le parti. Une obéissance absolue est attendue, jusqu'au rejeter les faits les plus basiques sur la vie, et mini vos propres pensées et souvenirs. Sur l'écran, un projecteur diffuse une image idyllique du pays qu'est devenu l'Occident, tout cette règle totalitaire, l'Océanie. C'est l'un des trois supertats qui composent le monde de Eknai Akcha, avec le contrôle sur les Amériques, la Grande-Bretagne, l'Australie et certaines parties de l'Afrique. C'est alors que nous sommes introduits au concept de grand frère, et un homme nommé Goldstein, qui tente de convaincre les gens d'aucun qu'ils sont tromps, mais malgré la vérité de ce qu'il dit, elles ne sont les crises du public. L'ingsoc les conditions rejeter entièrement la vérité, au point qu'ils ne veulent me pas l'entendre. Tout au long de la démonstration, on voit les salats ingsoc, quelque chose d'imprendre aux régimes totalitaires historiques. Et après que cette vague de propagande atteint son climax, la foule est apaisée par le symbole de l'ingsoc aux du visage de grand frère. C'est ensuite que nous rencontrons notre personnage principal, Winston Smith, qui travaille dans un cubicule de bureau au ministère de la Vérité. Son travail consiste d'aider les diffusions passes pour quels reflétant la valide actuelle quels imposant. Ainsi, c'est la ration de sucre est réduite par vapeur de l'an dernier, il modifiera le journal de l'an dernier pour laisser entendre quel est en fait augmente. Une fois ce jour de travail termine, Winston rentre chez lui, où la propagande est diffuse dans sa maison. Cette fois, c'est un homme qui est humilié pour avoir succombé l'influence de Goldstein. L'homme est accusé d'avoir tenté de convaincre le public qu'ils ne sont pas en guerre avec le récit, mais plot avec l'Esthésie. Ce contrôle de l'information et le récit sont centraux pour le contrôle de grand frère sur les gens, car au fil du temps, le parti a recruté la valide pour servir ses besoins. Winston est un lament de ce processus, mais c'est la seule vitamine des contradictions. C'est le qu'intervient le concept de double peine. L'aide de croire de tout cardiaques faits contradictoires et distincts. L'un des exemples dans le roman est la croyance simultanée que le parti est un bastion de la démocratie et que la démocratie est impossible. C'est par ce concept que le parti recrute la valide, la remplacent par une illusion de sa propre création. Et c'est ce mensonge omniprésent qui maintient la société de Eknai Akcha. Ce n'est que par la croyance collective qu'il devient réel. Mais ce concept d'un monde fondé sur la fiction n'est pas quelque chose qu'Orwell a inventé seul. Au contraire, c'est quelque chose de très réel qui est observé tout au long de l'histoire. Il y a des milliers d'années, Platon a écrit certaines des premières philosophies enregistrées sur ce concept, travers ce qu'il appelait le noble mensonge. Où les gens connaissent lire place dans la société grâce lire croyance en une histoire entièrement fictive sur l'origine de la société. Les tales ne sont pas importants, du moment que cela justifie l'ordre social. Et cela donne aux gens une raison d'accepter le monde tel qu'il est, et que l'irgal est d'une certaine manière meilleure au pire que lui. Et nous voyons cela aujourd'hui, quand notre propre version de grand frère dit une chose et en signifie une autre. Comme quand les médias de l'établissement, les politiciens et le Forum économique mondial prétendent avoir pour la liberté d'expression, tout en faisant tout pour intimider et censurer toute critique ou jusqu'au silence. Et il y a d'innombrables exemples de cela. Comme quand les politiciens les plus gros et les plus grotesques affirment promouvoir la santé.
Etsi concept volu au fil du temps alors que les gens realisent que toutes les institutions de la société sont bâties sur une fiction nécessaire, et cela est que nous sommes les noms d'habitus. C'est la pense que vous devez traverser pour que la société ait un sens. Le concept est similaire à noble mensonge, mais l'habitus va beaucoup plus profond. Voyez-vous, tout au long de votre vie, vous avez influencé par votre environnement et vos interactions avec les autres, et cela combine votre personnalité crée votre vision du monde. C'est de cette manière que vous adressez l'habitus, l'illusion sociétale partage de la faune dans le monde devrait être. Vous avez socialisé dans l'habitus. À l'est descendu den hat, et tout le monde autour de vous y croit. L'habitus est le contrat social entre vos semblables et le gouvernement. Et c'est ce qui germine votre culture. C'est ce qui germine toutes les tendances sociétales autour de vous. Et donc, cela chide aussi des règles de la société. Et cela stent out. Nos aides de l'abiat. Si quoi est vous comme precieux? Si quoi est vous comme gesto fox? Mais parce qu'il est influencé par l'environnement et la faune dont les gens se traitent les uns les autres, l'habitus change toujours pour refouler cela. Et le monde de eknai atjar fonctionne sur un habitus. Le problème avec l'habitus de eknai atjar, c'est qu'il est fissure au sommet et vraiment deforme. Et parce qu'il est empoisonné au sommet, cela appercole dans tous les éléments de la société. Et c'est pourquoi eknai atjar est si effrayant. En fait, eknai atjar est bien plus drangeant que n'importe quel film d'horreur stupide parce qu'il est si réaliste. Nous savons tous instinctivement qu'il pourrait ressembler l'avenir parce que nous y sommes si proches aujourd'hui. La société dans laquelle nous vivons en ce moment n'est que quelques pas du totalitarisme. Et Orwell essayait de nous avertir de tout cela. Parce qu'au fil de l'histoire, nous allons voir exactement comment le parti a déformé l'habitus et la société, et comment cela a affecté tout le monde dans la société. Revenons directement de l'histoire et nous voyons Winston assis dans son appartement libre, et c'est ici, après avoir allumé une cigarette, que Winston nous introduit un concept de crime de pense. Le crime de pense est l'acte dollar contre l'habitus du monde, même dans vos penses les plus profondes. Just envisager la rébellion est déjà une rébellion, parce que c'est quelque chose en dehors de la valide du parti. Le parti fait respecter cela par la police de la pense, une organisation secrète qui utilise des informateurs, la surveillance et des agents sous couverture pour buscar quiconque pense seulement se rebeller. Et alors que la propagande continue de jouer en arrière-plan sur le crâne omniprésent, Winston sauve une brique de sa maison et de cover son journal, quelque chose qui est définitivement interdit dans le monde où il vit. Et c'est dans ce journal que Winston se remémore un monde où la pense est libre, un peu où les esprits n'étaient pas contrôlés par grand frère et la police de la pense. Et en faisant cela, elle est devenu un criminel de pense juste par ses propres souvenirs. Sans reveal le lendemain, Winston est alors soumis une routine d'exercice obligatoire devant sa télévision, où il est signal pour ne pas la performer adéquatement. Winston agite alors malment le signal de la main insoc et se dirige vers son travail. Et c'est qu'il est trade encore plus de propagande diffuse la télévision pendant l'heure du dîner. Cependant, si quoi attire plot l'attention de Winston est une jeune femme qu'il fixe. Winston s'assoit alors et commence manger son repas, quand l'un de ses collègues commente le nouveau dictionnaire aborgue et quel point la destruction de mots est vraiment positive. Le nouveau langue, comme on l'appelle, est une nouvelle langue inventée par le parti qui réduit l'anglais ses éléments essentiels, où les mots controversés sont suprêmes, ce qui signifie que si cela fonctionne, la rébellion sera impossible parce qu'elle ne pourra me pas être envisagée. Les mots n'existeront simplement pas pour cela. De retour à travail, Winston continue son emploi au ministère de la Vérité, cette fois en dépersonnalisant quelqu'un. La dépersonnalisation est l'acte d'essentiellement retirer quelqu'un de l'histoire et de le remplacer par quelqu'un d'autre. Et ce n'est qu'un des nombreux aspects de eknai atjar qui a ses racines dans des autocraties prétentes. Dans cela, Orwell faisait spécifiquement allusion la dictature de Staline, octet d'une pratique extrêmement courante. Les ennemis d'Iltat, ou plutôt les ennemis de Staline, n'étaient pas simplement excuses. Chaque mention de lire nom et me lire image sur les photographies tête à face, les retirant complètement de l'histoire. Cependant, cette pratique n'a bien pas disparu. Le gouvernement chinois, par exemple, est infamous pour faire disparaître quiconque els n'aiment pas.
Jack mais, l'upidig delibeba, a essentiellement disparity la vie publique après avoir fait des suggestions canamicus quid plain li pouvoir loin du parti communiste chinois. Et aujourd'hui, il a presque complètement disparity la vie publique, passant son temps en exil sous surveillance constante. Mais nous ne parlons pas seulement de la Chine. Cela se produit partout en Occident. Quand quiconque parle contre l'agenda mis en place par les gouvernements occidentaux, elles sont alors souvent censures ou intimides jusqu'au silence. Que ce soit Julian Assange ou Edward Snowden parlant des crimes du gouvernement, ou tout autre citoyen criminel dépend quiétement sur les risques sociaux pour avoir parlé de la COVID et de ses origines. Tout ce qui est jug comme un crime dépend piétrinement immédiatement. GVX dire, on en est arrivé au point où l'FBI et d'autres agences de renseignement gouvernementales infiltrant et travaillant en conjonction avec tous les grands sites de recherche sociaux. Et une fois qu'ils contrôlent des sites comme Twitter, elles peuvent alors censurer n'importe quel recite qu'ils n'aiment pas, en les shadowban ou en supprimant complètement les gens des sites. Mais ce ne sont pas seulement les entreprises de recherche sociaux. Maintenant, même des entreprises comme Uber, PayPal et Mimi Airbnb peuvent vous bannir pour avoir les mauvaises opinions en ligne. Et puis en Chine, il y a leur infamous système de crédit social. L'aide de base est dessiner chaque personne un score personnel basé sur quel point ils sont fiables selon le gouvernement chinois. Certaines choses peuvent augmenter votre score, comme poster sur les recherches sociaux en loin le gouvernement. Mais dans autre cas, des choses comme s'endetter, acheter trop de jeux vidéo, lire la Bible ou critique le gouvernement douzen des points de votre score. Et si votre score tombe trop bas, le PC réduira alors vraiment vos libertés de restreintes, car les gens avec un faible score peuvent avoir des problèmes pour acheter des billets de train ou d'avion. Certaines personnes ont mis leurs ennemis de compagnie en lives. Avec un étudiant qui a mis refus l'université parce que son prix avait un faible score. Pour l'instant, le système n'est mis en pratique que par certains gouvernements régionaux pars, mais cela ne durera pas longtemps. Et récemment, il a généralement passé par de nouvelles lois pour poser les bases, ce qui signifie qu'un système de crédit social national est seulement quelques années. GVX dire, récemment, c'est devenu si grave en Chine qu'une nouvelle loi vient de passer, ce qui signifie que les agriculteurs ne peuvent planter que les cultures approuvées par le gouvernement. Et la plantation personnelle de légumes comme des haricots, des melons, des courges dans votre jardin avant URR est maintenant strictement interdite. Et en Occident, nous voyons aussi une progression graduelle de la répression, ce qui est exactement ce que George Orwell craignait. Ainsi, après avoir terminé son travail pour la journée, Winston se dirige vers une boutique d'antiquités dans les quartiers pauvres de Londres et rencontre le propriétaire qui lui a vendu son journal. Alex d'une figurine de Corel en capsule dans du verre et sort de la boutique, où il rencontre la mi-femme qui le fixait pendant d'une heure. La femme continue de le regarder de manière sinistre, en allant dans les zones prolétaires de Londres, quelque chose qui est interdit par le parti. Elle pourrait encore l'annoncer, et Winston envisage donc de la tuer. Coincidence, les dieux se voyant le jour même dans un passage souterrain. La femme trébuche et tombe au sol, mais se remet rapidement sur pied. Secrètement, alors qu'il l'aide, la femme tend une note Winston avant de partir. Au travail, Winston devoit la note, et elle dit, je t'aime, accompagne d'un lieu de rendez-vous l'arrière. Sans y penser dix fois, en apparence, Winston jette la note dans l'incinérateur, et nous passe en son appartement, où Winston repère le verre de son voisin la demande de la femme de son voisin. L'appartement, l'un des enfants des voisins l'accuse bruyamment très un criminel dépense. Évidemment, cela rend Winston très nerveux. C'est une accusation qui peut mener la mort de la souffrance, et c'est coïncidence, vrai. Mais les dieux adultes l'ignorent. C'est juste le résultat de l'endoctrinement de la jeunesse. Cependant, c'est vrai tout de me. Heureusement, avant que la confrontation ne puisse alors plus loin, une flash info interrompt le change. L'annonce déclare que la guerre avec le récit touche sa fin. Mais avec la fin dont le flux d'information fonctionne dans un tas totalitaire, qui peut vraiment dire si c'est le cas. Et c'est après cela que nous voyons une foule de citoyens acclamant des exécutions diffusées la télévision, accompagnées d'un groupe de prisonniers eurasiaticus escorts vers leur mort imminente. Winston est parmi cette foule, avec une femme maîtrise qui tend une autre note Winston. Elle compte sur lui pour la trouver.
Winston habitat dit quil la rencontrera enfin a point d'étude, prenant son train vers la destination. Pendant le trajet en train, un groupe d'enfants chant alors une chanson de propagande, ou els durant une loyade de et mourir avec dignité. Et c'est dans ces diexkins que nous voyons un aspect inquiétant du monde di acnai akchar. Le parti n'est arrivé au pouvoir que depuis quelques décennies, mais la nouvelle génération d'enfants complètement endoctrinés approche déjà de l'âge adulte. Dans le roman, Winston note que les enfants sont les partisans les plus dogmatiques et fanatiques de grands frères. Grandir dans le système signifie que leur habitus est complètement sous le contrôle du gouvernement. Un jour, les dernières personnes qui se souviennent de l'ancienne guerre, comme Winston, mourront, ne laissant personne qui connaisse quoi que ce soit en dehors du contrôle de l'État. Une pensée vraiment terrifiante. Et ainsi, une fois que Winston descend à un arrêt, nous avons notre premier aperçu de la nature dans le film. Ce changement de décor est un contraste frappant avec l'environnement industriel qui domine la majorité de l'Océanie. Winston est maintenant dans la forêt et cherche le point de chute, jusqu'à ce qu'il entende une brindille craquer derrière lui. C'est la femme, et elle l'a suivi tout ce temps. Quand les deux arrivent à un lieu de rendez-vous prévu, c'est ici que nous obtenons un aperçu de la vision du monde de Winston. Après avoir appris que la femme a fait exactement ce même coup avec des centaines d'hommes, Winston déclare qu'il est la bonté, et qu'il ne veut pas que la vertu existe nulle part. Jaillit la pureté. Jaillit la bonté. Je ne veux pas que la vertu existe nulle part. Je veux que tout le monde soit corrompu. Eh bien, dans ce cas, je devrais te convenir. Winston veut que tout le monde soit corrompu, au grand plaisir de la femme. Cet état d'esprit est une réponse directe à la tyrannie de la société de Winston, ce qui signifie que tout ce que le parti et son habitus considèrent comme bon est renversé. Et en raison de ce niveau écrasant de contrôle dans cette société, tout ce que Winston veut vraiment faire, c'est crier « connerie » à tous les mensonges qu'on lui balance. Mais la plupart des choses que Winston pense être mauvaises ou corrompues ne le sont tout simplement pas. Ce sont des aspects normaux de la vie que le parti voit comme une menace à son autorité, et par conséquent, ils sont interdits. C'est une partie de la tactique pour garder les gens appauvris et non éduqués, car cela les rend bien plus faciles à contrôler. Parce que l'éducation réelle et la prospérité économique sont les deux pires choses pour grand frère. Comme ils ne cherchent pas à t'éclairer ou à sauver ton âme, tout est une question de contrôle. Plus tu t'engages dans leur idéologie, plus ils peuvent empoisonner ton âme. Et c'est pourquoi, dans le livre, Orwell écrit « Chaque enregistrement a été détruit ou falsifié, chaque livre réécrit, chaque tableau repeint, chaque statue dans les rues et les bâtiments a été renommé, chaque date a été modifiée. » C'est une belle chose, la destruction des mots. Et aujourd'hui, dans notre propre monde, nous voyons un processus très similaire se dérouler. Voyez-vous, des choses aussi simples que des livres pour enfants, je parle des livres de Roald Dahl, sont maintenant passés à travers un filtre de pureté dément, où tous les mots ou paragraphes, mauvais, sont réécrits. Des mots comme « sorcière » deviennent « mégère », « gros » devient « gigantesque », « personne noire » devient « personne foncée », « homme nuage » deviennent « Jean nuage ». Des sections entières de ces livres pour enfants sont réécrites pour éliminer toute pensée fausse. Et ce n'est pas seulement pour les livres pour enfants, cela arrive dans tous les genres. Roald Dahl n'est que l'exemple le plus flagrant de cela. Mais ça ne s'arrête même pas là, parce qu'un récent rapport soutenu par le gouvernement britannique a maintenant affirmé que lire 1984 de George Orwell est un signe de radicalisme. Ainsi, les gouvernements occidentaux caractérisent maintenant les personnes qui lisent 1984 comme des ennemis potentiels de l'État. Et ce n'est pas seulement avec les mots que nous voyons cela, nous le voyons aussi sous la forme d'un contrôle économique similaire. Comme nous le savons tous, les dernières décennies ont vu une inégalité énorme qui a constamment augmenté au cours des 40 dernières années. C'est pourquoi, en 2019, les 26 personnes les plus riches du monde possédaient plus de richesses que les 50% les plus pauvres. Mais après la Covid, le plus grand transfert de richesses de l'histoire a eu lieu. Maintenant, pour mettre en échelle à quel point ce transfert de richesses était vraiment massif, nous devons regarder les statistiques. Au début de 2020, avant que la Covid ne commence, les milliardaires seuls possédaient 2% de la richesse mondiale totale. Et cela n'inclut que les informations publiquement disponibles. Mais juste un an plus tard, ce chiffre était maintenant de 3,5%.
1,5% de plus de la richesse mondiale totale est allé rien qu'aux milliardaires, tout en une seule année. Et le résultat de cela est une richesse gigantesque pour les élites du sommet et une roue de hamster sans fin pour les masses. Où tu ne peux jamais contrôler ton propre argent, où tu ne possèdes rien, où tu n'as aucune propriété, terre ou actif, ni même la perspective d'en posséder à l'avenir, juste continuer à louer tout avec rien à ton nom. Parce que ces dernières années, alors que les salaires stagnent, le coût de tout autour de toi a augmenté de manière exponentielle. Et cela ne fait que continuer à monter tandis que ton revenu commence à rétrécir. Et donc, ce n'était pas une surprise que, pendant que ce grand transfert de richesse se déroulait, le Forum économique mondial ait dévoilé son nouveau plan, le Grand Reset. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, le Forum économique mondial est une caste sacerdotale de personnes, mêlées à des leaders mondiaux, des familles royales, BlackRock, les plus grandes entreprises du monde, les plus grandes banques, les plus grandes compagnies pharmaceutiques, les médias mainstream et les célébrités les plus en vue. Pretty much une culmination des personnes les plus puissantes du monde. Et ce sont ces personnes qui créent des agendas et des politiques qui sont ensuite adoptés par des organisations comme l'ONU, la Banque mondiale, le FMI et les gouvernements nationaux. Et cette organisation privée n'a aucun vote démocratique, et pourtant elle est clairement l'une des organisations les plus puissantes que le monde ait jamais vues. Pas seulement affectant l'Occident, mais aussi la Russie et la Chine. Ainsi, quand ils ont dévoilé leur plan pour un grand reset, cela a marqué un nouveau chapitre dans l'histoire humaine. Et le leader de cette organisation est Klaus Schwab, qui a affirmé que le grand reset fournirait une fenêtre d'opportunité unique pour remodeler notre monde. Et je vois le besoin d'action. Je vois le besoin d'un grand reset. Et une partie de cet agenda était de rendre le monde plus vert et plus neutre en carbone, ce qui semble génial. Mais qu'entendait-il exactement par là ? Eh bien, comme vous l'avez peut-être remarqué, tous les gouvernements en Occident, juste au cours de la dernière année, ont promu ces politiques de manière intensive, avec l'Occident maintenant forcé de réduire ses émissions d'ammoniac et d'azote de 50% seul. Cependant, pour de nombreux agriculteurs en Europe, leur bétail produit normalement de l'ammoniac, de l'urine et des excréments. Et donc, les agriculteurs à travers l'Europe ont été raisonnablement forcés de réduire de 30% leur bétail, ce qui a signifié que de vastes pans d'agriculteurs ont été forcés de mettre la clé sous la porte par le gouvernement. Et pourtant, ces mêmes règles ne s'appliquaient jamais pour des secteurs comme l'industrie aérienne. Ainsi, soudainement, les agriculteurs et les travailleurs à travers l'Europe ont protesté. Mais au début, ces protestations ont été salies comme étant juste des dingues d'extrême droite. Mais alors que ce ressentiment grandissait et que les protestations prenaient les nations européennes, le gouvernement a agi durement, avec des tirs à balles réelles sur ces manifestants. Je veux dire, aux Pays-Bas, ils ont même changé la loi pour que les officiers qui tuaient des manifestants soient maintenant immunisés contre les accusations d'homicide involontaire. Et tandis que les médias couvraient cela, le gouvernement néerlandais ne recevrait jamais de backlash, car il se pliait aux ordres du Forum économique mondial. Et les gens de la classe ouvrière en Europe ont été forcés de voir leurs avenirs détruits devant eux, alors qu'ils étaient attaqués et moqués dans les médias. Et donc, ce n'était pas une surprise que, autour de cette période, Klaus Schwab, le leader du Forum économique mondial, est averti d'une colère croissante. Nous devons nous préparer à un monde plus en colère. Parce que les gouvernements occidentaux forçaient maintenant l'approvisionnement en nourriture à s'assécher, tout en gonflant artificiellement les prix au milieu d'une pénurie alimentaire mondiale, ne faisant qu'aggraver la crise économique que la majorité de l'Occident affrontait. Et dans un acte de double pensée, quelque chose qui sort tout droit de 1984, des médias comme Reuters affirmeraient alors qu'il n'y avait aucune preuve que le gouvernement néerlandais travaillait avec le Forum économique mondial pour imposer ces nouvelles lois, ce qui n'est vraiment pas surprenant étant donné que le Forum économique mondial a partenariat avec Reuters pour une distribution exclusive de contenu. Comme le Forum économique mondial, autrement connu sous le nom de Grand Frère, contrôle le flux d'informations. Et tandis que vous ne voyez peut-être pas la colère dans les actualités, ces protestations n'ont pas arrêté en Europe. Je veux dire, récemment, des protestations ont pris la France. Comme le président Macron a augmenté l'âge de la retraite, ce qui signifie qu'il faudra de plus en plus longtemps avant que les travailleurs puissent recevoir une pension. Même si la majorité de la France déteste cette idée, cela a été imposé quand même, car la démocratie dans les nations occidentales devient une façade.
En fait, les démocraties n'obéissent même plus au peuple. Elles obéissent aux intérêts corporatifs et financiers plutôt qu'au vote populaire, le Forum économique mondial au-dessus du peuple. Et c'est pourquoi nos libertés sont lentement dépouillées économiquement et socialement. Parce que si tout le monde avait une liberté sociale et économique, tout le système s'effondrerait. Et au lieu de nouveaux partis émergents pour aborder ces protestations, vous voyez maintenant la militarisation de la police, plus de surveillance, plus de distraction. Et c'est en suivant cet agenda que des gens comme Bill Gates affirment au Forum économique mondial que, pendant notre crise actuelle du coût de la vie la pire et les pénuries de carburant en cours, Bill pense que les travailleurs devraient maintenant aussi payer des taxes carbone, tout en utilisant les gens comme Bill Gates le plus de carbone de tous. Il prêche des choses comme la propriété privée pour la personne moyenne sera une relique du passé, tout en achetant des quantités records de terres agricoles à travers les États-Unis, suivant leur mantra « Vous ne posséderez rien et vous serez heureux ». Et tout ce qui vous reste, c'est encore plus de distraction, plus de bruit, plus de misère, plus de tension et plus de dépression. Plus d'unité familiale, moins de ferme, moins de liberté et plus de droit de poursuivre le bonheur. Et ce n'est qu'une des raisons pour lesquelles notre habitus a été violemment déplacé vers le consumérisme et la richesse matérielle creuse. Parce que nous en sommes affamés. Et c'est le moyen parfait pour garder le contrôle dans la société. Mais comment les choses ont-elles pu devenir si graves ? Cela n'est jamais vraiment arrivé dans la mémoire vivante. Mais ce qu'Orwell n'avait pas prévu, c'est que le plaisir était juste un outil aussi utile pour garder les masses engourdies. Voyez-vous, alors qu'ils siphonnent lentement la richesse hors de l'économie, les élites nous distraient avec un hédonisme creux et vide. Et la technologie moderne est l'outil parfait pour cela. En exploitant le besoin social basique d'être accepté, les applications de réseaux sociaux exploitent vos récepteurs de dopamine exactement de la même manière que la cocaïne. Des années de tests A/B, de perfectionnement des algorithmes, et des milliards de dollars en recherche ont rendu des grandes entreprises tech comme Facebook et TikTok aussi addictives que possible. Et alors que les gens développent une tolérance, ils ont toujours besoin de plus de contenu plus vite pour rester engagés, tout en procrastinant et en gaspillant leur vie, engourdis dans une apathie flasque dans leur chambre. L'essor de TikTok, YouTube Short, et tous ces autres sites de réseaux sociaux en format court n'est que le résultat direct de ce processus. C'est pourquoi nous développons des relations parasociales avec des streamers et pas avec nos propres communautés. Donner aux gens l'illusion de communauté et de savoir ce qui se passe dans le monde, tout sans aucune substance réelle ou information vraie. Et en fournissant un goutte-à-goutte d'ânerie léthargique, le sens de votre vie est aspiré. Le ressentiment que vous ressentez envers le gouvernement est engourdi et réprimé en vous, et donc vous l'acceptez. Et à chaque fois que vous vous sentez déprimé, isolé, comme si les choses étaient hors de votre contrôle, il y a toujours ce petit fixe de dopamine qui traîne dans votre poche, poussant les gens de plus en plus vers les royaumes en ligne, coincés seuls dans leur chambre. Et le résultat de cela, c'est ce que vous voyez aujourd'hui, la génération la plus déprimée et la plus abattue dans la mémoire vivante. Alors que l'habitus sociétal normal se désintègre, cela enlève votre motivation pour sortir dans le monde et faire quelque chose de vous-même. Vous n'avez pas l'énergie pour dénoncer les conneries de votre gouvernement et des gens qui prêchent leur agenda. La responsabilité, le devoir, le but, ces piliers clés qui ont motivé les hommes pendant des millénaires, ont tous été poussés hors du cadre sociétal. Au lieu de cela, le consumérisme et l'avidité sont les seules choses à admirer maintenant. Mais l'aspect le pire de cela, c'est l'effet qu'il a eu sur les relations des gens entre eux. Je veux dire, notre habitus actuel laisse 63% des hommes de moins de 30 ans célibataires et seuls, et une grande majorité d'entre eux ne sortent pas du tout. Des millions d'hommes vivent exactement la même absence d'amour que Winston a connue toute sa vie jusqu'à présent. Mais avant de continuer, je veux vous parler de quelque chose sur quoi j'ai travaillé ce dernier mois. Voyez-vous, j'ai quelque chose que je pense légitimement qui changera votre vie. Parce que voyez-vous, pour la plupart de votre vie, vous avez toujours été nourri d'un flux constant de mensonges. Des mensonges qui ont empoisonné vos systèmes de valeurs, votre but et votre passion dans la vie, tout en empoisonnant la communauté autour de vous. Et c'est pourquoi vous vous sentez si paresseux, si insignifiant, si seul. Et donc, il est temps que nous ayons des solutions réelles, pas juste des solutions BS modernes. Je parle d'une nouvelle forme de communauté. Une façon pour nous de reprendre le contrôle de nos vies.
où je plongerai en profondeur dans les vraies solutions, réponses et systèmes de valeurs de milliers de philosophes condensés en un package facile à comprendre. Tout pour vous aider à améliorer votre vie. Tout sans coût pour vous. Je vous enverrai un essai hebdomadaire sur les solutions aux problèmes que nous discutons sur cette chaîne. Donc, cliquez simplement sur le lien dans la description et ajoutez votre email et votre nom ci-dessous. Après que Winston et la femme se soient un peu mieux connus, nous repassons à la boutique d'antiquités, où Winston prévoit de louer l'endroit. Et une fois qu'ils sont sûrs d'être enfin quelque part en privé, le duo s'engage secrètement dans une relation non sanctionnée par l'État. Nous obtenons aussi enfin le nom de la femme révélée, Julia. À ce moment, tous les deux peuvent enfin se détendre et profiter, même si ce n'est que pour un petit moment. Ils profitent ensuite d'objets de contrebande que Julia fait passer en fraude du parti, comme du vrai chocolat et du café. Et pendant un moment, leur petite conspiration fonctionne plutôt bien pour eux. Jusqu'à ce point, Winston a été complètement dans le noir sur l'existence d'un mouvement de résistance actif. Mais dans son esprit, il est certain d'avoir un certain niveau de compréhension avec un membre du parti intérieur, un homme appelé O'Brien. Ainsi, quand O'Brien coince Winston dans un couloir, il est plein d'espoir pour une façon de résister. O'Brien dit à Winston qu'il est fan de son écriture, mais il mentionne qu'il y avait un mot dans son dernier texte, et recommande qu'il lise la prochaine édition du dictionnaire de l'État. Quand il va le chercher au bureau d'O'Brien, Winston est ébahi par les luxes dont il jouit. Il lui offre du vrai vin, quelque chose que Winston n'a jamais goûté auparavant, et O'Brien peut même éteindre son télécran. Mais la chose la plus précieuse qu'O'Brien offre à Winston, c'est l'espoir, quand il lui parle de la résistance contre le parti. Et c'est ici que nous avons une introduction aux pratiques obscures de la façon dont l'Ingsoc opère vraiment. Entre les pages du dictionnaire qu'O'Brien lui a donné, Winston trouve un autre livre intitulé La théorie et la pratique de l'oligarchisme collectiviste, qui est basically un manuel sur la façon dont l'Ingsoc et Grand Frère opèrent, et l'auteur est listé comme Emmanuel Goldstein. Maintenant, il couvre beaucoup de ce que nous avons déjà vu, mais il dit aussi à Winston ce qui se passe vraiment dans la politique mondiale. Voyez-vous, dans le monde de 1984, 3 super-États ont atteint la domination globale. Il y a l'Océanie qui contrôle les Amériques, l'Afrique du Sud et le Royaume-Uni, puis il y a l'Eurasie, un État successeur soviétique qui règne sur la Russie, des parties de l'Asie et de l'Europe, et enfin, il y a l'Eurasie, un successeur de la Chine qui contrôle l'Extrême-Orient. Les 3 États existent dans un cycle constant de guerre, changeant sans fin d'alliance et se battant pour le contrôle sur le reste du monde, mais ils ne cherchent pas à gagner. Ils ont tous assez de ressources pour leurs peuples appauvris. Les États sont aussi à peu près les mêmes dans leurs croyances. Le néo-bolchevisme de l'Eurasie et l'oblitération du soi de l'Eurasie sont presque identiques à l'Ingsoc, ce qui signifie qu'il n'y a vraiment pas de différence idéologique. Au lieu de cela, cette guerre n'existe que pour aspirer des ressources et garder les gens dans la pauvreté. Cela maintient leur société et leurs idéologies brutales en marche, tout pour maintenir le contrôle. George Orwell a imaginé une impasse, pour le dire simplement. Un monde où le progrès et le mouvement en avant ont été étouffés par 3 puissances mondiales pour garantir leur contrôle sur les gens. Et ainsi, alors que Winston est assis chez lui, nous apprenons que l'Océanie a une fois de plus changé d'alliance, et maintenant la guerre est avec l'Eurasie, et l'Eurasie est maintenant leur allié. Ce qui n'est qu'un autre bout de double pensée, et cela ne change vraiment rien pour les gens d'Océanie, c'est juste plus de propagande et plus de contrôle pour la population. Et c'est pourquoi les parallèles entre notre politique réelle et celle de 1984 sont vraiment troublants, où des familles secrètes et des organisations obscures puissantes comme le Forum économique mondial alimentent les deux côtés des guerres, où les ennemis mondiaux sont des amis derrière des portes closes, où les gouvernements changent continuellement nos ennemis et s'allient avec des gens qu'on nous dit de haïr. Mais cela pose vraiment la question, d'où viennent ces grands ? Il n'y avait aucun progrès réel parce que les gens avaient soit trop peur les uns des autres, soit trop occupés à lutter pour leur survie. Il y avait à peine de cohésion sociale, pas de primauté du droit et pas de développement sociétal. Et c'est cette peur primitive de la survie qui a posé les bases de la société. Ainsi, pour éviter cette lutte constante pour la survie, les hommes ont volontairement renoncé à leurs prétentions sur le monde pour vivre dans un collectif pacifique sous un seul dirigeant puissant. Et pour Thomas Hobbes, c'était la forme optimale de gouvernement, où un État puissant avec un dirigeant unique faisait de son mieux pour protéger les gens. De cette manière, tout suit une trajectoire unique, celle du dirigeant,
toutes les querelles entre les masses sont distillées par le pouvoir ultime, et seulement alors la vie de chacun peut s'améliorer. Mais voyez-vous, Thomas Hobbes avait tort sur ce point, car cela ne fonctionne qu'avec un dirigeant vraiment vertueux et bienveillant. Et pourtant, l'oligarchie de 1984 et les oligarchies que nous voyons aujourd'hui sont exactement l'opposé de cela. Néanmoins, quand il y a ce dirigeant bienveillant qui contrôle une population massive, les normes culturelles et sociétales de cette population percolent toujours du sommet vers le bas, et c'est là qu'un habitus social se forme. Maintenant, il peut changer en fonction de l'environnement et des gens qui forment la société, mais un code de conduite spécifique prend toujours forme le long des mêmes lignes. Voyez-vous, par exemple, dans une société saine, l'habitus est toujours axé sur des idéaux comme la liberté, la responsabilité, la vertu et la discipline. Ce seraient les valeurs, vertus et codes moraux de l'élite, et cela percolerait ensuite dans tous les domaines de la société. C'est ainsi que fonctionne l'habitus, et les sociologues utilisent l'idée d'habitus pour illustrer la manière dont la culture d'une société fonctionne. Voyez-vous, il y a de nombreuses présuppositions et normes tacites qui sous-tendent la société. Celles-ci sont fréquemment exécutées de manière automatique, et elles ressemblent plus à des compétences acquises qu'à des actions délibérées. Le penseur français Bourdieu, qui a popularisé le mot, l'associait souvent au sport. Par exemple, les règles du football sont gravées dans le marbre, et vous jouez au jeu sans réfléchir à pourquoi les règles sont là en premier lieu. Et pourtant, ces règles sont cruciales, sinon tout le jeu ne fonctionnerait simplement pas sans elles. Et c'est aussi ainsi que les sociétés et les cultures prospèrent. Et c'est pourquoi la Renaissance était si remarquable. Le nouvel habitus qui se développait en Europe à cette époque a donné naissance à une vague entière de créativité, de discipline, de concentration, de code moral et de beauté. Mais que se passe-t-il quand les valeurs de l'élite commencent à se fissurer ? Et que l'habitus devient empoisonné ? Qu'est-ce que cela signifie alors pour le reste de la société ? Eh bien, vous n'avez pas à regarder très loin pour voir à quel point notre habitus est devenu fracturé et mal formé. Je veux dire, il nous suffit de jeter un œil à qui sont nos icônes dans la société pour comprendre ce qui s'est vraiment passé ici. En raison de notre système hypercapitaliste clientéliste, l'élite et leur avidité et amour de l'argent se sont propagés à tous les niveaux de la société. Et je ne parle pas de simple capitalisme ici. Je parle du genre spécial. Le genre spécial de corporatisme et de socialisme pour les riches. Voyez-vous, par exemple, nous ne valorisons plus le mode de vie holistique européen, où la valeur d'une personne est basée sur de nombreuses couches de sa personnalité. Au lieu de cela, aujourd'hui, en Occident, nous ne valorisons que le superficiel pour comprendre la valeur de quelqu'un. Et cela explique l'essor rapide de ces faux gourous que vous voyez en ligne. Des gens comme Grant Cardone, London Real, et ces méga-churches vides et nouvelles. Voyez-vous, des choses comme ça n'existeraient même pas sans des millions de personnes orientant leur estime de soi et leur motivation entièrement autour de l'argent. Voyez-vous, en contraste avec la période de la Renaissance, ils se souciaient autrefois de l'art et de la religion, mais notre nouvelle religion est de suivre des pursuits hédonistes et matérialistes. Maintenant, évidemment, il y a toujours besoin d'argent, et c'est une excellente façon d'avoir de la liberté dans votre propre vie, mais ce sont ces sortes d'arnaqueurs qui comptent complètement sur l'avidité pour survivre, et l'avidité est le nom du jeu dans la société moderne. Et c'est pourquoi les plus avides de tous sont alors promus encore plus, allant jusqu'au sommet du Forum économique mondial. Et dans beaucoup de cas, les gens font simplement de l'argent en parlant d'argent et rien d'autre. Rien sur la valeur sociétale réelle. Et ce ne sont pas seulement ces sortes de gens. Notre société loue maintenant ces célébrités dont la seule valeur réside dans leur image et leur richesse. Les Kardashians sont toujours mentionnés, mais il y en a juste tellement d'autres, des gens comme Cardi B, tout le casting de Love Island, ou n'importe quelle autre célébrité vide, coquille creuse d'un être humain. Et parce que nous louons ces faux idoles, tout le monde adhère alors à la délusion sociétale, aidant à perpétuer cet habitus brisé encore plus. Et c'est pourquoi beaucoup de gens bien intentionnés et rationnels sont emportés pour devenir des porte-paroles d'un système défaillant. Et l'une des analogies parfaites pour notre habitus tordu pourrait être vue avec le scandale FTX récemment. Des célébrités aux institutions financières établies, Sam Bankman-Fried a trompé le monde en utilisant sa propre monnaie artificielle gonflée qui n'avait aucun attachement à quoi que ce soit de réel pour faire des milliards. Tout le monde y croyait, et c'est de là que venait la valeur de ces pièces.
En croyant tous au mensonge de Sam Bankman-Fried, il a pu faire de l'argent impensable. Mais au sommet de la pyramide de FTX, ce PDG était un gamer paresseux jouant à League of Legends aux Bahamas, avec toute sa valeur consistant à tromper tout le monde pour qu'il croie que son argent valait quelque chose. Mais quand une rafale de vent est arrivée, toute cette façade s'est effondrée en seulement quelques jours, et notre société se dirige exactement de la même manière. Voyez-vous, à mesure que l'habitus se tord encore plus, il devient de plus en plus difficile pour les gens de le réconcilier avec le monde réel. Puis, quand l'illusion se brise et que les gens réalisent que tout est bâti sur un mensonge, cela s'effondre finalement. Et Winston et Julia ont aussi vécu une vie séparée du grand mensonge de leur société. Voyez-vous, malgré savoir qu'ils seront éventuellement découverts, ils continuent de se voir dans la chambre au-dessus de la boutique. Un goût de la vraie vie est juste trop tentant. Ainsi, Winston apprécie de lire de la littérature subversive à Julia, tout en profitant de la nourriture de contrebande que Julia a fait passer en fraude du parti intérieur. Les choses vont bien. Ils échappent enfin aux griffes de grands frères. Ils ont eu un goût de liberté et d'amour. Tout jusqu'à un jour, quand Julia et Winston se détendent dans leur chambre. Alors qu'ils regardent une femme de la classe ouvrière laver des vêtements et chanter une chanson, ils s'émerveillent de la beauté de la vie, encore plus stupéfiante parce qu'ils savent que leur temps est limité. Winston dit à Julia, « Nous sommes les morts », et Julia dit la même chose, et puis une voix derrière dit, « Vous êtes les morts ». Ils se retournent pour voir un tableau tomber du mur, révélant un télécran avec le visage de grand frère. La voix leur ordonne de se placer au milieu de la chambre, alors que la police de la pensée fait irruption par la fenêtre et la porte. Pire encore, le propriétaire de la boutique d'antiquités monte les escaliers et se révèle être un agent de la police de la pensée. Depuis que Winston a mis les pieds dans la boutique, il était toujours sous leur surveillance. Les agents prennent le livre de Goldstein et brisent le morceau de corail, l'une des dernières choses de beauté restantes de l'ancien monde. Et c'est l'une des dernières choses que Winston voit avant qu'il ne l'emmène au sinistre ministère de l'amour. Nous voyons ensuite Winston en garde à vue, avec son voisin Parsons. Parsons, sans le savoir lui-même, est apparemment un agent de Goldstein, et aussi un criminel de pensée. Cependant, il révèle qu'il a été arrêté parce que sa fille l'a dénoncé pour des choses qu'il a dites dans son sommeil. Malgré l'apparence de Parsons complètement endoctriné, il va quand même être torturé et brisé. Les deux restent en garde à vue pendant un certain temps jusqu'à ce qu'une annonce les réveille, pièce 101. Parsons semble déjà savoir ce que cela implique et supplie les officiers correctionnels de ne pas l'y emmener. Winston, en revanche, ne semble pas avoir la moindre idée de ce qui va se passer, mais il lance un regard entendu indiquant que ce ne sera probablement pas bon. Malgré toutes ces supplications, Parsons est ensuite emmené à la pièce 101, et Winston attend seul dans la cellule pendant un moment, jusqu'à ce qu'il rencontre O'Brien. O'Brien emmène Winston dans une salle d'interrogatoire, où il est torturé avec un dispositif de contrainte électrique. Tout au long de ce temps, O'Brien éduque Winston sur les principes de la double pensée. Il réaffirme l'idée que l'Océanie a toujours été en guerre avec l'Eurasie au lieu de l'Eurasie, malgré le contraire qui était précédemment correct. En plus de cela, O'Brien affirme alors que 2 + 2 peut égaler 3, 4 ou 5, parfois même tous en même temps. Et c'est l'ingrédient final et le plus essentiel pour maintenir le parti et leur habitus bancal en vie, rejeter la réalité réelle et authentique elle-même. Ils ont besoin que les gens fassent confiance au parti plutôt qu'à leurs propres yeux et oreilles. C'est ainsi que les gens acceptent volontiers que l'ennemi puisse changer du jour au lendemain, et c'est ainsi que le parti a pris le pouvoir en premier lieu. C'est dans les moments de grand chaos et de bouleversement que les régimes et gouvernements tombent et que de nouveaux prennent leur place. C'est juste le cycle de l'histoire et nous l'avons vu se produire encore et encore. C'est ainsi que l'ordre mondial change, et dans notre monde actuel, la transition est presque là. L'un des experts les plus célèbres dans ce domaine, Ray Dalio, décrit le processus dans une étude sur les cycles historiques, commençant par l'ascension des civilisations. C'est quand un nouvel État fondé sur les idéaux dominants de l'époque gagne en puissance pour prendre le contrôle de son monde, comme l'Empire romain jusqu'à l'Amérique après la Seconde Guerre mondiale. Puis vient l'âge d'or de la prospérité, une longue période où une civilisation jouit de sa position au sommet. Mais c'est aussi là que les problèmes commencent à surgir.
Les gens font des paris financiers sur la continuation éternelle de l'ordre mondial, incapables de voir un avenir différent du présent. À mesure que l'économie des puissances leaders grandit pour dominer les autres, leur monnaie devient la norme internationale. Des conflits internes surgissent aussi alors que l'idéologie fondatrice devient dépassée par rapport au monde, et finalement une bulle se forme, alors que les gens parient de plus en plus sur une croissance et une prospérité continue, tandis que les divisions internes et les problèmes ne font qu'empirer. Ceux qui détiennent le pouvoir essaient de consolider leur emprise, aliénant de plus en plus de gens tout en accaparant toute la richesse. Et cela ne fait qu'alimenter encore plus les sentiments extrémistes et la révolution. Cependant, parfois cela peut être géré pacifiquement, bien que finalement ces problèmes deviennent si grands et la structure de pouvoir si stagnante qu'une révolution et un changement de garde deviennent inévitables. Puis une autre puissance montante finit par éclipser celle qui stagne. La plupart du temps, il y a une guerre ou une série de guerres jusqu'à ce que la poussière retombe et qu'une nouvelle puissance mondiale arrive en première ligne. Et encore, ce cycle s'est simplement répété. Dans l'histoire récente, c'étaient les Néerlandais qui dominaient, suivis des Britanniques, puis des États-Unis, et maintenant la Chine monte pour défier les États-Unis. Et c'est là où nous en sommes aujourd'hui, au bord de cette période de transition. Et en raison de cela, notre habitus sociétal actuel ne pourra tout simplement pas faire face au monde changeant. À mesure que les fissures commencent à apparaître dans l'habitus et que la société devient de plus en plus dérangée, nous verrons alors un virage massif vers le traditionnalisme. Parce qu'à mesure que les taux de natalité chutent, que les jeunes échouent à trouver l'amour ou le bonheur, que le niveau de vie commence à baisser, et que les idéaux de la Constitution commencent à être déchirés, les sentiments d'extrême droite remonteront à nouveau. Pendant ce temps, les élites au sommet continueront de resserrer leur emprise sur le pouvoir, nous rapprochant de plus en plus d'un avenir à la 1984. Je veux dire, pour commencer, nous avons déjà parlé du Grand Reset, mais ce n'est que la pointe de l'iceberg ici. Parce qu'en ce moment, il devient très clair que les élites corporatives continueront de pousser leur faux gauchisme élitiste sur les masses, tout pour maintenir le contrôle de l'ordre mondial. Je veux dire, nous le voyons déjà en Occident, avec de grandes entreprises comme les récentes annonces de PayPal sur la distribution d'amendes pour désinformation. Ou comme les frais carbone de Mastercard, où leur nouvelle carte de crédit coupe les gens pour dépassement des niveaux d'émissions de carbone. Tout en permettant aux compagnies pétrolières de faire des profits records mais sans trouver l'argent pour réparer leur pipeline et arrêter les fuites massives de pétrole. Cependant, la partie la plus dérangeante de cela, c'est la nouvelle idée des CBDC, l'une des formes les plus odieuses de contrôle corporatif. Et donc, si les corporations et institutions financières parviennent à pousser l'idée dans le mainstream, cela donnera finalement aux banques et gouvernements un plus grand contrôle sur la vie des gens. C'est une monnaie numérique mais contrôlée centralement par les banques. Banque d'Angleterre. Ainsi, au lieu d'avoir un compte bancaire chez n'importe qui, HSBC ou Bank of America, vous avez un compte bancaire directement dans le contexte américain avec la Fed, au Royaume-Uni directement avec la Banque d'Angleterre. Vous avez un compte bancaire personnel et on vous donne de l'argent numérique dans ce compte bancaire. Celles-ci sont appelées monnaies numériques de banque centrale. Parce qu'une monnaie numérique de banque centralisée signifie que le gouvernement a alors un contrôle total sur l'argent, et donc tout ce sur quoi vous le dépensez est tracé par le gouvernement. Et d'un simple clic, ils pourront couper vos fonds entièrement, tout pour avoir dit la mauvaise chose. Et cela vous paralysera, vous laissant à la merci du gouvernement. Et c'est aussi une réponse à l'essor de la crypto. Et oui, la crypto peut être un paradis pour les arnaqueurs. Le monde crypto offre aussi une monnaie hors du contrôle du gouvernement, ce qui est une menace massive pour le contrôle croissant dans la société occidentale et quelque chose que l'élite ne peut pas accepter dans cette période de transition. Maintenant, évidemment, dans 1984, le parti et grands frères sont bien plus avancés dans leurs efforts pour contrôler les gens, mais tous les ingrédients pour leur genre de tyrannie dans notre propre monde sont déjà présents. Ils n'auront pas besoin de torturer et d'endoctriner les gens de la manière dont le fait le parti, c'est bien plus subtil que cela. C'est juste un petit changement dans l'habitus, mais finalement le résultat final est le même, une acceptation complète du contrôle de grands frères. Et c'est pourquoi, pendant sa torture, Winston commence à se dissocier et hallucine être dans un champ d'herbe, avec O'Brien. O'Brien déclare que Winston est l'un d'eux, et sous une délusion significative, Winston dit qu'il aime O'Brien, qui se transforme soudainement en Julia.
Il n'est pas encore brisé, son amour pour Julia est toujours là, mais juste au moment où cela arrive, l'image de Julia est abattue, et Winston se réveille dans sa cellule, où il parle de manière délirante à lui-même. Winston revient alors à la réalité après avoir rencontré O'Brien une fois de plus. O'Brien demande alors à Winston ce qu'il pense de grand frère, et Winston répond qu'il le hait. Cela déplaît à O'Brien, qui déclare que ce n'est pas suffisant d'obéir à grand frère, mais en fait, il faut l'aimer. Ainsi, O'Brien escorte Winston à la pièce 101. La pièce 101 est une chambre de torture, où les pires choses du monde attendent les prisonniers. Une pièce spécialisée qui abrite les pires phobies des victimes. Winston est alors attaché à une chaise et commence à éprouver les horreurs de la pièce 101. Maintenant, tout au long du film, nous avons vu que Winston a une peur mortelle des rats. Il en a rêvé et il les associe à son passé tragique. Et O'Brien le sait, et il va l'exploiter pour enfin éradiquer le désir de Winston de résister. Et donc, dans la pièce 101, nous voyons une cage compartimentée remplie de rats, avec un ensemble de 2 portes attachées au visage de Winston. O'Brien le menace alors et ouvre la première porte, laissant les rats sortir à quelques centimètres du visage de Winston. Et après ce qui aurait pu être des mois ou des années de cette torture, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et c'est ici que Winston perd son dernier morceau d'humanité, en suppliant O'Brien de le faire à Julia, de soumettre enfin la femme qu'il aime le plus au même châtiment insupportable. C'est la trahison finale, et ce qui scelle le destin de Winston comme une marionnette brisée du parti. O'Brien est enfin satisfait. Winston a été complètement brisé. Plus tard, Winston est libéré, et nous passons au café de l'Arbre Châtaignier, où Winston attend un échiquier. Julia arrive, mais ils sont tous deux apathiques. Ils ont été changés à jamais, et après leur trahison, ils ne s'aiment plus vraiment. Ils n'aiment que grand frère. Et juste au moment où Winston fait un commentaire sur le crime de pensée, Julia s'excuse alors d'un air las, « Il faut qu'on se revoie », à quoi Winston acquiesce mollement. Nous voyons ensuite Winston à la télévision publique, enjolivant ses prétendus crimes, tout en avouant des crimes qu'il n'a pas commis, comme empoisonner l'approvisionnement en eau ou guider des bombes fusées sur la piste d'atterrissage via des signaux radio-codés. Finalement, Winston se déclare coupable sur tous les chefs d'accusation, se qualifiant de victime de l'influence de Goldstein. Nous le voyons ensuite seul au café, tripotant un échiquier. À l'aide de la poussière sur la table, Winston écrit alors « 2 + 2 = 4 » sur le comptoir, et attrape une pièce d'échec juste au moment où une autre annonce est diffusée à la télévision. Et c'est là que nous avons le plan final de Winston, regardant avec nostalgie un portrait de grand frère. Il se détourne alors les larmes aux yeux et dit « Je t'aime », tandis que les crédits défilent. Mais cela soulève la question, comment éviter une situation comme celle-ci, où les gens ne sont rien de plus que des individus sans esprit devenant des statistiques dans une base de données gouvernementale ? Comment éviter d'être juste un autre rouage sans amour, déprimé et nihiliste dans une machine indifférente ? Eh bien, j'aimerais vous dire que la réponse est simple. J'aimerais affirmer que la solution consiste juste à se lever à 4 heures du matin, prendre une douche froide et aller à la gym. J'aimerais dire que c'est de se cacher au milieu de la forêt. J'aimerais dire que c'est l'argent ou une conférence de Tony Robbins. J'aimerais dire que c'est aussi facile que d'acheter un cours de dropshipping à $3000 et d'échapper à la matrice, en conduisant une Lambo dans la paume des mains. Mais soyons réalistes ici. Cela ne fait rien du tout. Pris isolément, ce sont toutes de grandes choses pour vous faciliter la vie. L'amélioration de soi est vitale et elle manque cruellement dans la société moderne, mais cela ne change pas vraiment le monde dans lequel vous vivez. Cela ne change que vous-même, mais pas le système qui vous a mis là où vous en êtes aujourd'hui. Cela ne change pas vos valeurs, celles de vos associés, amis et famille. Cela ne change pas le « pourquoi » derrière tout ce fatras d'amélioration de soi. Pourquoi devriez-vous améliorer votre vie ? Pourquoi devriez-vous chercher la liberté ? Pourquoi devriez-vous même vous soucier de grands frères ? Si la vie est si cruelle, désespérée, déprimante et vide, alors pourquoi vous embêter à poursuivre des récompenses de ce système, quand le système lui-même est si dément ? Eh bien, croyez-moi quand je dis que la solution à tout cela est bien plus profonde que ce qu'on vous a jamais dit. Et pour comprendre pourquoi, nous devons remonter 3000 ans en arrière, à l'un des premiers textes philosophiques de l'histoire humaine, un texte qui a transcendé le temps, la culture et la religion,
un texte connu sous le nom de Livre de Job. Maintenant, pour ceux qui ne le connaissent pas, le livre est une œuvre provocante et complexe sur Dieu, donnant des indications sur le sens de la vie face à un nihilisme écrasant. Voyez-vous, l'histoire tourne autour d'un homme riche et juste nommé Job, qui mène une vie confortable et prospère. Cependant, en bref, Satan met en doute l'affirmation de Dieu selon laquelle Job est juste, suggérant qu'il n'est fidèle que grâce à sa bonne fortune. Dieu accepte donc de laisser Satan tester la foi de Job en lui enlevant ses biens, sa famille et sa santé. Cela cause une immense souffrance à Job. Mais Job refuse de maudire Dieu ou de renoncer à sa foi. Cependant, il lutte pour comprendre pourquoi il souffre et il se plaint de l'injustice de sa situation, comme nous le ferions presque tous. Il questionne pourquoi Dieu permettrait de telles horreurs à une personne juste comme lui. Il est forcé de traverser diverses épreuves et tribulations. Job est testé jusqu'au plus profond de son être, ce qui le contraint à grandir à travers un voyage intérieur. Les amis de Job, venus le réconforter, lui offrent des explications traditionnelles pour sa souffrance. Ils suggèrent qu'il a dû pécher et que sa souffrance n'est qu'une punition divine, qu'il est un méchant qui le mérite. Mais Job rejette toutes ces explications simplistes, insistant sur le fait qu'il n'a pas péché et exigeant une audience avec Dieu pour plaider sa cause. Finalement, tout le livre culmine dans la réponse de Dieu aux exigences de Job. Dieu parle à Job depuis un tourbillon et le défie de considérer l'immensité et la complexité du monde naturel, demandant à Job s'il peut même comprendre les mystères de l'univers. Job reconnaît humblement ses propres limites, alors que Dieu lui dit qu'il a créé tous ces éléments terribles de la société et de la nature, il a fait l'univers et toute la méchanceté dans l'univers est la création de Dieu. Ainsi, la réponse de Dieu à Job est « Comment oses-tu questionner ces choses, car ces défis imposés à Job ne sont que des tests de sa capacité éthique, ils sont essentiels pour que Job évolue et grandisse en tant que personne, tout comme pour nous. Voyez-vous, je ne suis même pas religieux ici, mais les parties terribles de la nature et de la société que Dieu a supposément créées ne sont remarquées que par la conscience. Comme Job étant conscient de perdre sa fortune familiale et l'avenir qu'il aurait pu avoir, et les résultats et souffrances qui en découlent de sa conscience. Et puis, voyez-vous, quand nous sommes inconscients comme des animaux, nous sommes toujours dans le présent, inconscients de la réalité vraie. Mais à mesure que la conscience émerge chez les humains, nous devenons de plus en plus conscients des réalités sombres autour de nous. Des réalités comme les horreurs de la mort et de la souffrance humaine, et c'est avec ces réalités sombres et écrasantes d'âme que nous avons l'impulsion de retourner à l'inconscience, et nous le faisons par la gratification instantanée et des poursuites vides comme ne jamais mûrir, choisir l'ignorance, les drogues, l'alcool et vivre en ligne de manière terminale, ce ne sont que quelques-unes des choses que nous utilisons pour faire face au monde réel et à la douleur qui l'accompagne. Mais Carl Jung a suggéré que ce que le livre de Job nous dit sur notre propre vie, c'est que pour échapper aux horreurs de l'homme, Job et vous qui regardez ceci devez devenir plus conscients, car la conscience était en fait la vraie solution à tout cela. En étant de plus en plus conscient de la réalité, cela vous permet de vous élever au-dessus d'elle, car tous les fardeaux et douleurs de la vie ne sont qu'un processus nécessaire pour faire de vous une personne complète, pour être une bonne personne, pour bâtir une grande civilisation. Vous devez affronter ces épreuves et tribulations. Vous devez être plus conscient, plus réfléchi face à tout le mal dans le monde pour être une meilleure personne, pour être fort face au mal. Vous devez être fort face à tous les faits dévastateurs de la vie, à la dérive des élites et à la dégénérescence de la société autour de vous. Vous ne devriez jamais éviter toutes les pensées et événements terribles qui vous confrontent. Vous ne devriez jamais ignorer toute la douleur, souffrance et nihilisme qui vous sont jetés par notre société corrompue. Comme Jung la famously dit, ce dont vous avez le plus besoin se trouve là où vous voulez le moins regarder. Et c'est pourquoi, au lieu de suivre votre béatitude comme le dit la culture moderne, vous devez suivre vos ampoules pour un vrai éveil. Et donc, avec tout cela à l'esprit, Job a enfin compris que Dieu était là pour bâtir l'ordre à partir du chaos, parce qu'il est l'incarnation de l'évolution et de la croissance. Bien que en surface vous puissiez voir cela comme une simple histoire religieuse basique, le sens réel de l'histoire est profondément profond et fournit une solution parfaite aux problèmes de 1984 et de notre monde moderne. Voyez-vous, tout le point de cela. Tout le point de pourquoi ce texte a transcendé des milliers d'années d'histoire. La raison pour laquelle il a été étudié par des millions de savants est pour une raison. Les auteurs utilisent l'histoire comme une allégorie de l'esprit de la croissance individuelle, et donc de l'ensemble de la civilisation humaine.
Dieu dans ce cas est l'analogie pour l'esprit du sens, de la croissance et du potentiel humain. L'esprit qui génère la culture humaine. Et c'est pourquoi dans toutes les religions de l'humanité, Dieu est au-dessus de la culture, car il en est l'esprit. Et il y a une raison pour laquelle c'est si important à comprendre. Je n'essaie pas de vous convertir à une religion ici. C'est juste la fondation très nécessaire pour comprendre la solution à toute cette subversion et ce contrôle de grand frère. Voyez-vous, toute cette histoire est celle de la foi face à l'adversité, de faire confiance à votre esprit et à votre intuition. Et c'est pourquoi Dieu, l'esprit de croissance et de potentiel, nous est révélé par les actions que nous entreprenons dans notre vie. C'est pourquoi la prière est un élément clé de toutes les religions. Et je ne parle pas de la prière où vous demandez quelque chose et Dieu vous le donne automatiquement. Les prières ne sont pas une machine distributrice. L'idée de la vraie prière, c'est d'énoncer le problème et ensuite de changer qui vous êtes pour que Dieu vous traite différemment et que le problème s'estompe. Vous n'êtes pas censé être la même personne avant de prier. La prière est censée agir sur votre esprit en faisant confiance à votre intuition et à votre esprit pour être une meilleure personne. Et ensuite, par vos actions, la croissance et les récompenses viennent à vous, ce qui est finalement la solution à grand frère dans notre monde moderne. En faisant confiance à votre intuition et à vos tripes, et en étant un individu. Vous savez, autrefois aux États-Unis, la dignité de l'individu était primordiale. Mais maintenant, si vous remarquez, ce concept est dépeint. Comme l'a dit Oscar Wilde, la plupart des gens maintenant ne sont que d'autres personnes. Leurs vies sont de la mimicrie. Leurs passions sont des citations. C'est pourquoi vous devez vous faire confiance. Vous devez rejeter grand frère. Toutes les figures d'autorité supposées auxquelles vous êtes censé croire sont des menteurs. Ce sont les pires d'entre nous, et ils vous mèneront à votre propre destruction. Le monde dans lequel vous vivez n'est pas une utopie libérale démocratique où tout le monde a sa part de l'action, où la culture et les politiques sont déterminés par nous tous. C'est du pur BS. La caste sacerdotale au sommet, grand frère, veut vous contrôler. Ils ne sont pas là pour sauver votre âme ou enflammer l'esprit à l'intérieur de votre esprit, c'est pourquoi plus vous suivez les narratifs et leur mode de vie, plus vous commencez à vous empoisonner. Voyez-vous, la raison pour laquelle vous êtes paresseux, la raison pour laquelle vous avez toutes ces mauvaises habitudes, la raison pour laquelle vous n'atteignez jamais la vie que vous voulez ou ne poursuivez pas les objectifs et passions en lesquels vous croyez, c'est parce que vous avez été réprimé. Le sens et l'âme de votre vie vous ont été arrachés, vous faisant un rouage dans une machine indifférente. Votre vie est celle de quelqu'un d'autre, où vos meilleures années, votre caractère, votre créativité et vos espoirs vous sont volés. Et c'est pourquoi vous devez insister sur votre dignité. Vous devez libérer votre esprit. Vous devez rejeter tout le bruit autour de vous et embrasser le chaos, la douleur et la tristesse pour grandir. Et si vous ne le faites pas, vous devenez un autre pion de grand frère. Vous êtes la personne qui n'a même pas résisté. Vous n'avez rien fait pour aller contre le système qui empoisonne votre vie, trop passif pour vous soucier de ce qui vous arrive et arrive aux gens autour de vous. Est-ce la vie que vous voulez vivre ? Eh bien, pour beaucoup d'entre nous, nous commençons à voir le rejet de tout cela. Parce qu'à mesure que nous entrons dans l'âge de l'effondrement de la civilisation occidentale, avec le gouvernement essayant de nous contrôler plus et les gens devenant plus atomisés, déprimés et seuls que jamais, nous commençons maintenant à voir des anticorps produits pour surmonter la maladie sociétale. Nous voyons de plus en plus de gens rejeter les valeurs de notre habitus tordu, avec tout le bullshit que grand frère vous balance, le pendule vers l'individualisme repousse. Et c'est pourquoi quand je vois cette hausse de l'amélioration de soi, cette hausse de l'individualisme, quand je vois tous ces grands changements politiques se produire dans le monde, cela me montre simplement que le nouvel ordre mondial est à l'horizon. L'esprit de croissance approche. Un esprit de dignité, d'empowerment et d'espoir pour les jeunes hommes. L'espoir que notre culture a tué et utilisé contre nous. Et donc, après des millions de vies vécues avec succès à travers toutes les périodes de l'histoire, le défi de grandir passe maintenant à vous. Vous déterminerez l'avenir de la prochaine génération. Votre esprit détermine la direction de tout. Ne l'abandonnez donc pas pour des narratifs culturels tordus, en donnant votre génie au pire d'entre nous. Vous devriez agir sans regret. Suivez le chemin devant vous et reprenez le contrôle de votre esprit. Je veux vous parler de quelque chose sur quoi j'ai travaillé ce dernier mois. Voyez-vous, j'ai construit quelque chose que je pense légitimement qui changera votre vie.
Parce que voyez-vous, pour la plupart de votre vie, vous avez toujours été nourri d'un flux constant de mensonges. Des mensonges qui ont empoisonné vos systèmes de valeurs, votre but et votre passion dans la vie, tout en empoisonnant la communauté autour de vous. Et c'est pourquoi vous vous sentez si paresseux, si insignifiant, si seul. Et donc, il est temps que nous ayons des solutions réelles. Pas juste des solutions BS modernes. Je parle d'une nouvelle forme de communauté. Une façon pour nous de reprendre le contrôle de nos vies. Où je plongerai en profondeur dans les vraies solutions, réponses et systèmes de valeurs de milliers de philosophes condensés en un package facile à comprendre. Tout pour vous aider à améliorer votre vie. Tout sans coût pour vous. Je vous enverrai un essai hebdomadaire sur les solutions aux problèmes que nous discutons sur cette chaîne. Donc, cliquez simplement sur le lien dans la description et ajoutez votre email et votre nom ci-dessous.